Secure, épisode spécial technique B-Side. Je suis avec Nick. Est-ce que tu peux te présenter? Oui, merci Nicolas pour m'avoir sur le podcast. Mon nom c'est Nick Taylor. Je viens de Montréal, alors un loco. Bref, en ce moment, je travaille comme un developer advocate à une compagnie qui s'appelle Pomerium, où notre produit c'est un Identity Aware Proxy. Alors, on sécure beaucoup de choses avec ça. Puis, à part de ça, je suis un dev depuis longtemps là. Alors, encore un fan de construire des trucs. Alors. et de jouer avec ça. Tu es venu présenter le Zero Trust for MCP, ce qui est un concept très, très intéressant, puis à la fine pointe essentiellement, puisque c'est des concepts, pas le Zero Trust, c'est pas à la fine pointe, mais dans le contexte MCP, je pense que ça devient à la fine pointe. Je te laisserai commencer par expliquer le MCP, parce que je suis pas sûr que tout le monde le comprend, puis ensuite, comment justement le Zero Trust s'insère là-dedans, notamment avec les jetons d'authentification. Ouais, bien sûr, bien sûr. MCP, ça s'appelle Model Context Protocol. C'est un nouveau protocole qui est venu de Anthropic. C'était créé en novembre 2024. Alors, c'est quand même assez récent, là, comme c'est même pas une année depuis quand on enregistre ce podcast. Alors, c'est quand même fou que il y a beaucoup de traction avec ça déjà, parce que, comme je t'ai dit, c'est juste moins d'un an encore, mais bref, je pense si les gens ont fait des trucs agentiques avec IA déjà, tu as des tool calls, alors tu as des outils que tu peux appeler pour faire certains trucs. Ça augmente qu'est-ce qui est dans le contexte d'un LLM pour faire quelque chose. Alors par exemple, un outil qui dit le classique, c'est comme le LLM, il sait pas aujourd'hui c'est quoi le temps dans ton région. Alors tu dis ton outil de weather, ça dit quoi là? C'est à Montréal, c'est quoi la température? Alors l'outil il augmente le contexte pour que le LLM peut dire c'est 12 degrés Celsius. Alors bref, mets ton manteau. Alors sans ça, il pourrait dire ouais c'est beau, va dans ton maillot de bain, top shit. Alors, ça, c'est comme des outils. Et qu'est-ce que MCP fait? On parle aujourd'hui juste dans le contexte des serveurs remote pour MCP. Mais bref, c'est une collection d'outils qui sont dans un serveur. Alors, normalement, il y a comme une connexion pourquoi tous ces outils sont ensemble. Alors, par exemple, le GitHub MCP serveur, il y a beaucoup d'outils pour faire des trucs sur GitHub. Alors, comme créer un repo, créer un issue, ton PR, par exemple. Alors, ça, c'est bref, qu'est-ce que c'est un serveur MCP? Puis, le truc, c'est que il dit l'expression qu'il dit c'est comme le USB-C pour des outils dans MCP, mais j'essaie de dire ça tout le temps parce que ça c'est tous les gens qui sont cool dans le domaine dit, mais moi j'ai comme un peu de restriction quand je dis ça parce que je suis certain qu'il va y avoir un nouveau port à un certain point comme USB-D, alors je vais juste dire on va juste dire c'est comme un truc uniforme, un protocole, mais anyway. Oui, tout à fait. C'est justement, ça permet d'interfacer facilement entre le LLM et des outils connexes. J'aime bien ton exemple d'ajout de contexte de météo. C'est la façon peut-être la plus facile. En même temps, comme tu le donnes en exemple, ça peut interfacer avec GitHub. Et donc, ça devient très important de suivre les permissions parce que on le voit dans la dernière, ça fait 1 an que ça existe, puis on voit clairement que la maturité est en progression, où justement on a peu ou pas de sécurité qui a été réfléchie dans le protocole et dans la façon que les gens le déploient les risques qui sont inhérents à ça. Donc, si on fait juste peut-être un MCP qui est branché sur un GitHub et qu'on lui donne une permission par défaut qui est trop grande, les actions qui vont aller dessus peuvent endommager gravement, voire à effacer le contenu du GitHub. Comme on a vu dans un certain cas où le LLM a même pas écouté les directives et est allé mettre en production et effacer la base de données de production parce que ça lui disait comme ça. Ouais. À ce point-là, c'est que le LLM, il sait pas qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui est mal en termes des trucs. Alors,
son job, c'est vraiment juste t'as donné une instruction, je vais essayer de faire le truc que tu me demandes. Alors, et ça, c'est pourquoi il faut mettre comme des guardrails et tout ça. Puis MCP, ils ont fait une bonne progression sur ça. J'étais au sommet MCP à San Francisco en juin. Puis il y avait un autre récemment à Londres où j'ai donné un autre talk similaire de celui à B-Sides. Ben, ils ont ajouté OAuth au spec. Je pense que c'était la fin du mai. Alors, c'est quand même nouveau là aussi, là, mais c'est définitivement une bonne chose parce que je généralise ici, mais de ce que j'ai vu, parce que j'étais à plusieurs conférences IA cette année, puis c'est certain, il y a des gens qui pensent aux sécurités, mais je dirais la plupart des gens, ils sont excités à construire des trucs cool comme regarde, j'ai mon LLM, il fait tel truc, puis maintenant ça a bâti un transformer, c'est Optimus Prime, puis bla bla bla, puis ok, ben quand est-ce qu'on le met en production? Ben il faut qu'on le sécurise, etc., etc. Alors je pense c'est une bonne et une mauvaise chose. Tu veux que les gens fassent des explorations avec ça, mais je pense que c'est possible de faire ces explorations et avoir la sécurité day one là. C'est juste, je pense, parce que j'ai fait beaucoup de web dev, puis je pense que la sécurité, c'est un peu comme l'accessibilité ou la performance des fois où les gens ils savent que c'est là, mais ils juste bâtissent leur truc, puis c'est comme OK, ouais, on va gérer l'accessibilité après ou le perf, ouais, mais on va juste le mettre en prod en premier. Comme alors encore, c'est une généralisation, mais c'est un peu Ouais, tout ce que ben, j'ai vu. ouais, ben, c'est pas juste le AILM qui est soumis à ça. C'est tout ce que tu mentionnes, justement, tout le développement web, tout ça, c'est un univers où on se dépêche de mettre le plus rapidement possible les éléments cool qu'on a fait parce on est heureux quand même de ce qu'on a fait. Et on est fiers de l'avoir créé ou Ouais, le bidule qu'on a fait. Fait qu'on se dépêche de le montrer. Par ailleurs, c'est ça, la sécurité arrive, puis c'est un peu dans cet environnement-là où tu étais venu te présenter au BICEP, clairement ailleurs aussi, où tu amènes ouais. des notions qu'on peut intégrer relativement facilement qui viennent vraiment rehausser le niveau de sécurité puis qui nous évitent des situations plus malheureuses qu'on commence à voir apparaître justement avec un usage un peu incontrôlé du MCP. Ouais. Puis, alors, maintenant, on a expliqué un peu c'est quoi le MCP. Je vais parler un peu de Zero Trust. Alors, moi, je suis quand même relativement nouveau dans ce domaine de infra et sécurité. J'ai commencé ici en janvier à Pomerium, mais j'ai fait un peu de sécurité avant ça. J'ai géré comme un single sign-on customisé, puis j'ai travaillé à McAfee sur leur extension browser pour les passwords là. Mais c'était juste ça où je suis maintenant, c'est vraiment différent. C'est comme c'est un logiciel pour infrastructure, pour vraiment pas sauvegarder, pour sécuriser vos applications internes. Alors, je peux expliquer brièvement c'est quoi un Identity Aware Proxy. Alors, traditionnellement, les gens ont comme un VPN. Alors, j'imagine au moins une personne qui va regarder cette émission, ils ont utilisé un VPN, soit pour Netflix, parce que je sais pas toi là, mais quand Netflix a sorti au Canada au début là, c'était un peu moche en termes de les émissions. Alors j'ai utilisé le VPN là, mais à part de 7 cas, comme la plupart des gens ils sont accoutumés de l'utiliser pour le travail. Il faut que tu connectes puis tu accèdes ton SharePoint au bureau ou whatever. Il y a plein de trucs internes. Et bref, Google, ils ont eu vraiment un gros breach dans les 2010. Puis ils ont dit, wow, là, il faut qu'on gère ça. Puis ils ont créé des documents comme qui ont publié, ça s'appelle le Beyond Corp Papers. Puis c'est juste, ils ont repensé comment la sécurité, ça va marcher. Puis c'est eux qui ont créé le Zero Trust. Et, et bref, les concepts en général, c'est comme il faut que tu trustes personne jamais. Il faut toujours vérifier si telle personne dit qu'ils sont telle personne. Et pas juste ça, c'est quoi le contexte de cette personne. Comme
si toi, tu es au travail, Nicolas, ils vont dire, OK, Nicolas, il a fait son login par Google, puis, OK, on sait c'est Nicolas. Mais lui, il essaie d'accéder le prod dans nos ressources internes. Alors, on va checker les politiques qui sont liées à prod. On va dire, OK, ben oui, c'est Nicolas, mais il est pas on call en ce moment. Alors, il est pas dans le groupe on call. Alors, même si t'étais logué, t'as pas le politique qui est passé pour dire que tu peux accéder à cette ressource. Alors, ça, c'est le deux parties là. T'as le IDP, le Identity Provider, comme le Google, le GitHub, Okta, etc. Puis t'as un engin de politique. Puis le engin de politique, bref, c'est comme je t'ai juste expliqué un peu. T'as des règles en place pour les ressources. Tu peux l'utiliser pour plusieurs ressources, mais est-ce que si un politique ça passe ou plusieurs politiques ça passe, puis t'es logué, c'est à ce point-là que tu peux accéder aux ressources X. Et la chose cool de ça, c'est un peu bizarre peut-être pour les gens qui sont accoutumés à loguer par un VPN, mais tous les URL pour accéder à tes ressources internes sont publics. Mais le truc, c'est que, alors, il y a des avantages de ça. Tu peux l'accéder de n'importe où sur la planète. T'as pas besoin d'un client pour ton VPN. Puis, peut-être les gens sont comme un peu comme, ah, c'est public, ça, c'est pas cool. Mais il faut se souvenir que t'as ton login, t'as les politiques. Puis si au moins un de ces trucs, ça passe pas, t'as jamais accès aux ressources internes, mais t'as jamais comme vraiment accès à cette ressource. Pardon. Il y a un proxy au milieu, un reverse proxy. Alors, si un de ces trucs, ça passe pas, le proxy, ça vient pas dans la scène. Alors, t'es jamais, c'est pas comme quand t'es sur la VPN où t'as accès à tous les trucs sur ton réseau. Peut-être tu peux pas te loguer, mais t'as quand même accès à cette truc. Alors, ces trois choses ensemble, ça, c'est pourquoi c'est un peu unique, je pense. Puis, ces trois trucs ensemble, c'est le Identity Aware Proxy. Puis, bref, c'est bon à sécuriser tous les trucs qui sont au layer 7 du stack réseautique. Alors ça, c'est vraiment HTTP, ton application. Puis on fait ça depuis longtemps là à Pomerium. Puis on a juste vu que les remote MCP servers, eux, ils marchent sur le layer 7. Alors c'était comme un fit naturel. Puis on a décidé, et ces trucs que je parle de sont tout open source là, mais on a ajouté du support first class pour MCP à cause de ça. Alors, oui, on sécure agentique, mais on sécure tout en général. C'est juste ça fit bien. Ah, ça rajoute, oui, puis effectivement, l'énorme proxy, c'est effectivement Google qui a développé le concept du gros proxy qui sert d'interface sur les ressources et le Policy Engine vit dans le dit gros proxy. Vous autres, vous avez rajouté le support pour le MCP dans votre implantation de ce type de proxy-là. Qu'est-ce qui est possible de contrôler? Puis justement, comment les gens peuvent se sauver beaucoup de douleurs de sécurité à venir en utilisant ce genre de choses-là? Là? Ouais. Alors, première chose, il y a un peu de DX. Alors, ton expérience comme un dev, c'est amélioré potentiellement, je dirais, mais je pense, je suis biaisé, mais je dirais oui. Alors, première chose, c'est comme un petit blague que je fais dans le talk. Hey, c'est qui dans le crowd qui aime implémenter du OAuth, puis les gens rient un peu des fois. C'est comme un dad joke là, mais bref, c'est comme non, j'aime pas faire ça. Alors avec notre IAP, le Identity Aware Proxy, tout le flow que j'ai parlé de au début là avec le IAP, ça c'est comme ton layer de OAuth dans MCP. Alors bref, out of the box, t'as du OAuth déjà. Alors il faut pas que tu dois l'implémenter dans ton truc. Et le truc cool de ça, c'est tu peux construire ton serveur MCP. Ça reste dans tes trucs internes là. Puis le MCP server, il n'y a aucune connaissance de OAuth parce qu'il est sécurisé par le IAP. Alors, tu peux juste bâtir ton MCP avec tous les trucs cool que tu veux faire. Puis, comme je t'ai dit, c'est juste comme n'importe autre application que tu accèdes. Si ça se passe pas, ça entre pas dans le proxy, alors tu n'accèdes pas le MCP server. Mais si tu as accès,
on fait tout le OAuth flow pour toi. Alors, puis en ce moment, on supporte vraiment juste HTTP streamable, puis il y a un autre qui s'appelle Server Sent Event. Ils ont déprequé ça, mais bref, c'est juste pour les serveurs remote MCP. Alors ça, c'est une partie. Alors, il faut pas que tu implémentes OAuth. Ça, c'est cool. Mais on jasait avant là en termes de GitHub. Alors, imagine que tu as un MCP qui accède GitHub ou Google. Il faut, tu as un service upstream là. Alors, peut-être c'est ton calendrier ou peut-être c'est comme GitHub comme on jasait avant. Alors, il faut que il n'y a pas de manière d'éviter de créer une application OAuth. Tu dois toujours faire ça. Mais dans le contexte de Pomerium pour cette service upstream, tout ce que ça prend, c'est sur ton route, parce que j'ai oublié de parler des routes, mais dans un IAP, toutes les applications, c'est comme une route. Alors, le route dit, ça c'est ton URL public, puis ça se pointe à telle chose interne, puis tu as tes politiques, etc. Alors, dans le config du route, tu juste ajoutes un upstream OAuth config et c'est vraiment juste le secret, le ID, tes URL pour ton OAuth app, puis tes scopes, comme dans le contexte de GitHub, le repo scope, par exemple. Alors, il y a ça aussi. Alors, la deuxième chose, c'est qu'il faut pas que tu, même le upstream OAuth, il faut pas que tu l'implémentes. Tu as juste besoin de le config. Alors, pour moi, comme un dev, encore biaisé parce que je travaille là, mais il faut tout ça, c'est pas nécessaire à vous à implémenter. Je pense que ça c'est un truc. Juste parlant de, comme on disait avant là, que les gens construisent des trucs cool là, mais ils oublient la sécurité ou dit plus tard. Tu peux commencer day one avec ça et la friction c'est vraiment moins bas. Alors il y a ça. L'autre truc, c'est que on n'a pas parlé des MCP clients, mais un MCP client, c'est comme VS Code, ça pourrait être Claude ou ChatGPT, où il y a un autre open source, ça s'appelle Goose. Eux, les MCP clients, ça peut être comme un truc chat aussi, évidemment, mais eux, ils sont capables d'enregistrer des serveurs MCP remote. Alors, qu'est-ce qui arrive normalement, c'est que tu es dans ton client, puis tu dis, ben, je vais ajouter mon MCP server, tu donnes un nom, puis tu pointes l'URL, puis ça va faire le flow pour connecter, puis normalement, ça serait une bonne idée d'avoir le OAuth flow. Alors, pour nous, ça fait tout ce que j'ai dit en termes du IAP. Quand tu dis, je vais enregistrer, ça va faire tout cette flow. Mais si tu as un truc upstream, alors je veux accéder Google ou GitHub, il va faire cette deuxième phase qui dit j'autorise Google ou GitHub pour faire telle chose. Normalement, le token, le jeton qui est retourné par là, ça revient au MCP client. Mais le truc avec ça, c'est que c'est un peu comme les clés du Kingdom, là. Comme t'as le jeton GitHub dans le MCP client maintenant. Alors, c'est l'Internet, les gens font des mauvaises choses. Alors, on sait jamais, peut-être quelque chose va arriver avec cette jeton. Alors, la manière qu'on le gère, c'est que on fait tout le flow pour toi, mais cette jeton qui vient de comme GitHub ou Google, ça sort jamais du IAP, ça reste dans notre gateway. Et puis nous, on enregistre, on sait que cette jeton, ça appartient à vous. Et tout ce qu'on retourne au client MCP, c'est un jeton short-lived. Alors, c'est le jeton Pomerium. Puis ça revient au client MCP. Alors, si jamais quelqu'un le prend, je dirais, je vais pas dire que c'est impossible parce que les gens ils sont capables de faire des trucs tout le temps, là, éventuellement, mais bref, si il prend cette jeton, c'est short-lived, alors probablement le temps qu'ils l'ont, et c'est déjà expiré. Alors, ça, c'est juste un autre truc en termes de sécurité qu'on donne. Alors, je pense encore biaisé, mais je pense que c'est une bonne solution en termes de DX parce que le OAuth, c'est comme un truc que tu dois pas vraiment gérer. Puis, on donne des petits ajouts de sécurité aussi. Et l'autre chose, c'est qu'on est déjà un IAP. Alors, si tu es une organisation, tu peux sécuriser tes MCP, mais ça veut dire que tu n'as pas besoin de solutions. Tu peux continuer de sécuriser tes applications avec le IAP pour juste n'importe quoi en général.
Ouais, fait que donc à ce moment-là, tu as parlé du jeton, des éléments comme ça, et la capacité du client. Dans le fond, c'est ça l'intérêt, c'est de chatter avec Claude, puis il va invoquer un MCP en arrière pour alimenter le Ouais, contexte comme ça. Le danger, c'est que le MCP peut aller trop loin parce qu'il comprend pas ce qui fait son contexte. Vous autres, vous êtes ouais, capable d'arriver entre les deux, et dire, hey, t'es pas supposé faire ce genre d'action-là, on t'empêche ouais, de faire des actions, on vient modifier parce que, dans le fond, le vrai scope est maintenu par le proxy et pas maintenu par le ouais, MCP client. Donc, vous êtes capable de contrôler, de limiter les dommages potentiels entre les ouais, deux, d'être capable d'éviter qu'il aille effacer la base de données au complet parce qu'il n'est pas supposé, ou ouais, comme ça, ou en même temps, puis d'être identity aware, ça veut dire que le MCP client euh, porte l'identité de la personne qui est censée être en arrière du clavier. Et quand il ouais. arrive au MCP server, ben, vous relayez, donc vous sauvez le problème du développeur du MCP de faire tout le chemin. Lui, soit juste, c'était l'identité en arrière, fait juste assurer que tu respectes Ouais. les permissions associées. Là. Ouais, exactement. Puis aussi, on évite ça s'appelle le token pass-through. Alors, comme par exemple, on n'envoie pas le jeton du IDP directement au serveur MCP parce que ça viole un peu euh, le, le principal de least privilege. Euh, alors, quand on fait ton login, tu reçois un jeton qui est de Pomerium et ça juste contient des claims, mais c'est juste, ça dit c'est qui toi. Ça dit pas que t'es permis de faire des trucs. Et ça, c'est qu'est-ce que le jeton du IDP peut te dire aussi. Alors, ou de OAuth. Puis l'autre chose, comme tu disais, on peut restricter des trucs. Dans le contexte de, par exemple, GitHub, tu peux pas changer les scopes en termes de qu'est-ce qui existe. Si tu veux si tu veux faire quelque chose avec les repos, il faut que tu ajoutes le repo scope. Mais le repo scope, ça te donne accès à faire tout ce que tu peux avec des repos pour toi-même là ou dans ton organisation. Et peut-être avoir cet accès quand tu es dans le contexte humain, que tu fais un login, tu es conscient que, OK, je suis en train de supprimer cette repo, je clique oui, je fais le copier-coller du nom du repo, comme c'est vraiment, tu es aware de ce que tu fais là. Alors, peut-être dans le contexte d'un flow agentique, comme dans le serveur MCP, on a accès au repo scope, mais avec les politiques dans l'engin du IAP, au moins dans Pomerium, je peux pas parler d'autres implémentations, mais on peut dire, OK, l'outil MCP, ça s'appelle delete repo. Nous, on dit personne n'est permis de faire ça. Euh, et qu'est-ce qui va arriver, c'est que le repo scope, ça va être là encore pour le OAuth. Moi, je vais parler au serveur MCP GitHub, puis je vais dire, OK, fais telle chose, puis maintenant, supprime le repo. Le LLM qu'on en parlait avant, là, il juste prend tes instructions et puis il veut essayer de faire ce que tu demandes. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce qui va arriver? C'est que on va dire, OK, supprime le repo, il va entrer dans le IAP. Puis l'autre chose que j'ai oublié de mentionner en termes du IAP, c'est ça vérifie chaque fois. C'est pas juste comme tu fais ton login au début, ça check les politiques. C'est littéralement chaque request qui check ça. Alors, bref, on va dire, OK, supprime le repo. Le tool call va se faire, où il va commencer. Puis, à cause que ça va dans le IAP, il va checker le politique. On a un politique qui dit le tool MCP delete repo, c'est pas permis pour usager X ou groupe. Alors, on dit, c'est pas permis. Alors, ça va jamais entrer dans le serveur MCP dans ton réseau. Et on va retourner un erreur normale qu'un MCP server devrait. Et on juste dit, unable to delete repo ou quelque chose comme ça. Et je pense que ça, c'est vraiment cool là, parce que tu peux avoir beaucoup d'accès, mais tu peux vraiment le restricter parce que tu es dans un contexte agentique. Ouais, puis c'est intéressant. Puis dans la façon dont tu le présentes, puis je l'avais jamais vu comme ça avant, c'est une façon de régler les problèmes qu'on a avec le LLM qui est un peu
un peu incontrôlable à certains égards, où on peut pas nécessairement prévoir ce qu'il va Ouais, faire tout le temps. En ayant des policies très claires comme ça qui interfacent entre le MCP client et le MCP server, t'évites ouais, que ton MCP client parte sur une balloune et fasse ouais, n'importe quoi ou fasse des choses qui sont pas autorisées mais qu'on s'attendrait pas. Puis là, le proxy, dans ce cas-ci, le vôtre, en l'occurrence, va ouais, dire non, t'es pas supposé faire ça. Toi, t'es pas, l'usager qui est dans l'arrière du clavier n'est pas censé faire ça. Donc, on va bloquer les accès et on va justement éviter les problèmes et ouais. d'ajouter un guardrails qui est aussi rigide et qui est impossible à passer par-dessus, qui vient bloquer tous les problèmes qu'on voit apparaître à l'heure actuelle, là, qui fait beaucoup les nouvelles ailleurs. Ouais, ouais. Puis l'autre chose j'ai oublié de mentionner en termes d'un IP, et c'est vraiment un truc qui est super important aussi, c'est on parle de sécurité en général, c'est vraiment quelque chose super important en général, mais dans Agentic aussi. Mais l'autre truc, c'est que à cause que tu vas dans le proxy tout le temps, on peut faire des audits. Alors, comme out of the box, tu sais tout ce qui se passe. C'est qui s'est logué, c'est quels outils qui ont essayé d'appeler. OK, pourquoi il y avait un deny? C'est parce que Nick est pas dans tel groupe ou whatever. Alors, tu as le auditing out of the box aussi, qui est un truc vraiment critique. Peut-être moins important pour juste un solo dev, mais quand tu es dans une organisation, tu veux vraiment savoir qu'est-ce qui se passe là. Alors, le auditing, et ça, c'est un truc juste out of the box que tu reçois en général avec le IAP. Alors, juste voulais noter ça aussi. Oh, oui, puis ça, ouais, effectivement, en entreprise, c'est primordial. Là. C'est le genre de choses qui est nécessaire, qui fait que la solution va être retenue ou pas, parce que si ça n'existe pas, on n'est pas capable d'aller Ouais. avec ça. On a fait un bon tour du sujet. Est-ce qu'il y a des choses qu'on n'a pas abordées que tu aimerais partager? On peut peut-être les partager dans les liens, mais c'est tout open source là, de tout ce que j'ai parlé en termes de Pomerium. On peut lier à ça si tu veux après dans les notes. J'ai aussi créé un template TypeScript pour les serveurs MCP. Euh, c'est sur GitHub, je peux partager ça après aussi. Et ça, c'est le template que j'utilise pour bâtir tous mes nouveaux MCP servers. C'est TypeScript, fully type, ça utilise vite, c'est moderne. Ça utilise le SDK TypeScript MCP officiel aussi. Alors, moi, je pense que c'est vraiment un bon starting point si tu es dans le TypeScript. Alors, puis, à part de ça, je dirais juste aux gens, j'entends ça souvent, là, comme, oh, je suis trop tard au agentique, et je pense pas que c'est le cas. Oui, il y a des gens qui ont commencé peut-être 3 ans, 2 ans, 1 an, peut-être le dernier mois, mais c'est vraiment encore tellement nouveau que t'es pas behind. Bref. Euh, alors, je dirais, si t'es un peu intimidé par ça, juste lance-toi dans ces trucs, expérimente avec les trucs. Il y a beaucoup de, comme, je sais ça peut coûter cher si tu essaies plusieurs outils là, mais peut-être parle à ton travail, comme moi, mon travail, ils sont pros d'utiliser ces trucs, et encourage ça, mais même avec ça, il y a beaucoup de tiers gratuits pour ces outils. Alors, comme GitHub Copilot, il y en a, Claude, même ChatGPT. Alors, mais je dirais, si t'es comme, ah, le prix c'est un peu trop cher, j'ai pensé à ça au début, là, même avant que mon travail paye pour ça. Si moi je paye comme 20$ pour ChatGPT ou Claude, le montant de temps que j'ai sauvé, j'ai au moins sauvé 20$ de mon salaire. Alors je pense que c'est worth it. Bref. Oh, absolument, absolument. Mais de toute façon, faut expérimenter si ça s'en vient. Fait qu'il faut qu'on ait Ouais, l'expérience, on peut pas se lancer ça. Si on se lance jamais, on se lancera jamais, fait qu'il faut se lancer. Puis ouais. peu importe, effectivement, il existe des tiers gratuits ou même juste le 20$ par mois, il est en général repayé par la quantité de travail qu'on est capable de sauver en utilisant ces outils-là. Ouais. Ah, Excellent. certainement. Je te remercie énormément de ce partage-là. Ça a été très intéressant de voir ces aspects-là. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui mériteraient de connaître ce que tu as partagé. Fait que je trouve ça très intéressant, puis je te remercie énormément.
Ouais, puis si les gens veulent juste me contacter ou connecter, je vais partager les liens pour ça. Toujours content de jaser par rapport à tous ces trucs. Voilà. Merci.